comment les gens vont savoir ce que tu sais faire sur le plan technique si tu communiques pas et si tu ne montres pas ce que tu sais faire. Effectivement. Nous, ce qu'on est, c'est de bons communicants. Il faut agir derrière et ensuite montrer ce qui se passe. Parce que moi, parler pour rien, ça m'intéresse pas. Bonjour Camilla. Bonjour Steve. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Je t'en prie. Est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, très bien. Alors, je suis Camilla Chiab, j'ai 30 ans et je suis practice manager au sein d'une ESN. C'est quoi une practice manager? Alors, pour ma part, mon poste de practice manager consiste à gérer une équipe sur le plan opérationnel et technico-fonctionnel. Je gère la partie client, donc j'établis tout ce qui est, toute la partie avant-vente, toute la partie commerciale en fait autour de ce client. Je gère également les plannings d'équipe. Et puis tout ça, ça fait un petit couteau suisse qui amène à mon métier qui est celui de practice manager. Ok. Ah ouais, mais il y a vraiment énormément d'aspects. Il y a vraiment, un aspect commercial, tu as un aspect technique, tu as l'aspect fonctionnel, opérationnel, et aussi, tu retravailles avec d'autres métiers. Ok. Ça fait pas beaucoup? Ça va. Ah ouais? Ça me plaît. D'accord, ok. Donc toi, ce qui te plaît vraiment aujourd'hui, c'est ce côté pluridisciplinaire là, en quelque sorte, que tu peux retrouver dans ce métier-là. Tout à fait. Ok. Et comment tu t'es retrouvé du coup à ce poste? Quel a été le parcours que tu as dû faire pour arriver à ce poste? Parce que si je ne me trompe pas, tu as été dans une autre vie, agent immobilier, vendeuse aussi. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire pour partir d'un poste de vendeuse ou d'agent immobilier qui n'a rien à voir avec ce que tu fais aujourd'hui à ce poste de practice manager? Alors, tout d'abord, c'est les études. Donc, dans un premier temps, lorsque j'étais conseillère de vente, je travaillais pendant les vacances. Donc, j'ai eu cette petite expérience-là. Par la suite, j'ai obtenu mon bac STG, j'ai obtenu mon bac STG. Par la suite, j'ai fait des études en banque, finance. Avec plusieurs alternances. À la fin de ce cursus-là, je voulais tester l'immobilier. Donc en fait, c'est une opportunité qui s'est présentée à moi. Donc c'est pas moi qui me suis dit, tiens, je veux devenir agent immobilier. On est venu me chercher pour me demander si ça pouvait me plaire. Je me suis dit, pourquoi pas, je venais de finir les études, allez, j'y vais. Donc j'ai testé ce métier. J'ai acquis de l'expérience. J'ai voulu encore voir autre chose. Donc je suis retournée dans la finance. Et puis, je trouvais que je faisais vite le tour par rapport à ce que je recherchais. C'était pas exactement ce que je voulais. Et je ne savais pas ce que je voulais. J'étais quand même jeune. J'avais 25 ans. Je savais pas trop ce que je voulais faire, etc. J'ai déménagé. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai mis en place plein de choses. J'ai lu beaucoup de livres. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, écouté beaucoup de podcasts, et puis je me suis dit pourquoi pas l'informatique. J'ai de la famille qui est dans l'informatique, je me suis dit pourquoi pas, en quoi ça consiste, et puis l'informatique c'est très vaste. Alors dans un premier temps, j'ai repris un master en SI, donc en système d'information. À la suite de ça, c'était très 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 compliqué. J'ai trouvé que c'était très intense. Ce cursus était très intense étant donné que je venais pas du tout de ce milieu-là. Donc ça fait vraiment un beau switch, un grand switch pour moi. À la suite de ça, j'ai terminé ce cursus. Le lendemain de la validation du master, on m'a appelé pour me proposer un CDI. En SIRH. Je ne savais pas ce que c'était la SIRH. J'ai accepté. J'ai travaillé pour de grands clients. Et pendant ma période d'essai, en fait, un éditeur de logiciels français m'a appelé pour me débaucher, pour me proposer un poste de consultant chef de projet ITSM. Et puis du coup, je me suis dit,
qu'est-ce que l'ITSM? Pareil, je recommence. Des recherches, podcasts, YouTube, enfin, Google quoi. Google était mon meilleur ami à ce moment-là, tu vois. Et puis j'ai dit, bon, pourquoi pas, on teste. J'ai testé, et puis je suis restée dans l'ITSM. D'accord, et ça fait que jusqu'aujourd'hui, tu es toujours dans le domaine de l'ITSM. Tout à fait. Et du coup, là, tu as dit que tu as eu à faire énormément de recherches, notamment, tu as eu à lire des livres, des podcasts et tout, et tu t'es dit, pourquoi pas l'informatique? Quel a été l'élément déclencheur qui t'a fait te dire, l'informatique, en fait, c'est un domaine que je devrais tester, et c'est un domaine vers lequel je devrais m'orienter? Je veux dire, avec la palette de compétences que tu as, tu aurais pu t'orienter dans énormément d'autres domaines. Mais qu'est-ce qui a fait que tu te dises, c'est vers l'informatique que je veux aller? Alors je trouve que ce sont des métiers en constante évolution. C'est-à-dire qu'il y a toujours du renouveau, on s'ennuie jamais. Enfin, je pense que tu sais, on s'ennuie jamais. Il y a toujours quelque chose qui arrive, toujours quelque chose de nouveau, ce n'est jamais la même chose. Et peu importe les aspects du métier qu'on fait, dans l'informatique en général, je trouve que l'on ne s'ennuie pas. Ok. D'accord. Et puis de mon côté également, dans une seule boîte, on peut faire différents métiers. Et dans un seul poste, on peut avoir différentes branches que l'on aime ou pas forcément. On peut apprécier certains aspects du métier et pas d'autres, mais on a le choix et je trouve la chance de pouvoir choisir lorsqu'on est dans l'IT et plus précisément dans l'ITSM, ce qu'on veut faire, notre spécialité. Donc ça peut être... comme tu sais, du paramétrage, des applications, voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être tout ce qui est plutôt fonctionnel et puis du coup se mettre en bac et puis gérer le projet de manière en chefferie de projet. Et je trouve que ce sont des beaux métiers. Pour une personne, par exemple, j'ai envie de dire, qui est dans le domaine, j'ai envie de dire, de l'aéronautique et tout, peut-être une manière de lui expliquer l'ITSM, ce serait de lui dire, c'est de la gestion de services informatiques et qu'on pourrait faire via des outils, notamment. Et il y a plusieurs outils ITSM qui permettent, comme tu viens de le dire, de gérer des incidents, des demandes de services et tout. Donc, nos auditeurs peuvent peut-être se dire, ok, ça consiste en la gestion de services informatiques et les entreprises utilisent des outils différents pour pouvoir gérer les tickets, notamment. Donc, ce serait ça. Ok, d'accord. Et là, tu as dit, lorsque tu parlais de ton métier, que tu es vraiment sur plusieurs aspects. Et tu as aussi dit que le côté faire de l'avant-vente ou faire du paramétrage, en fait, c'est des choses qui te plaisent. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te sens épanoui dans ce que tu fais? Oui. Par contre, je suis à 20% de mes capacités. D'accord. C'est-à-dire que ce nouvel emploi, je l'ai... cela fait 6 mois que je suis dans cette nouvelle entreprise. Mon métier n'était pas encore vraiment acté. D'accord. Voilà. Donc, on essayait de voir un petit peu... on faisait l'état des lieux d'entrée, de voir un petit peu ce que je pouvais faire, etc. Et puis, on m'a proposé ce poste. Et ça s'est fait vraiment naturellement. En fait, j'ai pris le lead. Voilà, j'ai pris par la force des choses cet aspect-là du métier. Et puis, ça a plu. Et puis ça s'est fait naturellement, comme ça. Ok. Là, tu parles du fait que tu as 20% de tes capacités. Ça me pousse à me poser une question, en fait. À quel moment donné est-ce que tu considéreras que tu as réussi? Ou alors, si je pose la question autrement, c'est quoi la réussite professionnelle pour toi, Camilla? C'est lorsqu'on se réveille le matin, qu'on ait envie d'y aller. Qu'on a envie d'ouvrir son PC et se dire, bon, aujourd'hui, ça va être une bonne journée. D'accord, ok. Donc, toi, les week-ends, quand le dimanche soir il arrive et tout, tu t'es dit, j'ai vraiment hâte, en fait, d'arriver. Voilà, c'est ça. Je ne vais pas non plus me dire, waouh, super, j'ai hâte. Je ne vais pas y penser le dimanche parce que j'essaie vraiment de couper. Voilà, pour moi c'est très important étant donné aussi qu'on a beaucoup de télétravail, c'est de couper entre le pro et le perso, mais vraiment moi mon cerveau se connecte en mode pro dès le lundi matin. Lundi 7h30, je me réveille, 7h30, je me réveille et je me dis bon, aujourd'hui ça va être une bonne journée. Je structure
d'abord ce que je vais faire. Souvent, je l'ai déjà préparé, on va dire, le vendredi ou les jours précédents. Et puis, je sais déjà où je vais. Je sais déjà ce que je vais faire et je sais déjà à quoi ça va aboutir. Ok. Et tu considères aujourd'hui que tu as réussi professionnellement? Pas forcément. Qu'est-ce qui te manque? Pour l'instant, je ne peux pas dire ce qui me manque car je n'ai pas encore tout vu. Ok. 6 mois dans une entreprise, je trouve que ça fait court. On n'a pas le temps de voir tous les aspects d'un métier ou tous les aspects de l'entreprise en elle-même. Donc, je n'ai pas de manque forcément et j'attends de voir ce qui me réserve et je travaille pour que l'on puisse m'offrir ce que je voudrais effectivement. Ok. Et est-ce que, alors, là tu parles du fait que effectivement il y a des choses qui te manquent, bien que tu n'aies pas encore, de ce que je comprends, totalement identifié peut-être toutes les choses qui te manquent. Est-ce que tu ne penses pas que ça revient en fait en quelque sorte au problème de l'être humain où on est des éternels insatisfaits, où même si demain peut-être tu obtiens ce que tu veux ou tu passes d'autres paliers, est-ce que tu penses qu'il y a un moment donné où tu te diras finalement dans ta vie, là j'ai réussi professionnellement, ou est-ce que tu te dis, non, il y aura toujours un truc de plus à faire? Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très exigeante avec moi-même. Et je pense que je suis l'éternelle insatisfaite, donc qui recherchera toujours à faire les choses bien, proprement, carrées. Et malgré ça, tout le monde peut me dire oui, c'est génial, etc. Je verrai toujours les 1% ou les 0,5% qui n'iront pas. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Je suis toujours je suis en constante veille fonctionnelle. D'accord, ok. Je suis en veille constante et je recherche tout le temps l'amélioration, que ce soit pour moi, que ce soit pour mon équipe, ils le savent. Et pour moi, il faut qu'on... généralement, tu le sais, pour pouvoir s'améliorer, on ne peut pas être que tout seul. On est obligé de s'entourer. Donc, qu'on fasse partie d'une équipe, qu'on ait un entourage dans le même cursus ou pas, il faut constamment s'entourer, communiquer. Et pas forcément avec des personnes qui sont dans le même métier que nous. Vraiment avec, ça peut être sa famille, ses amis, un voisin. La communication, je trouve que c'est vraiment très 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 important. Et ça se reflètera forcément sur le professionnel. Ok, d'accord. La communication. Donc, ok. Donc ça signifie que pour toi, aujourd'hui, tu fais vraiment passer l'aspect communication au-delà en fait des autres aspects qu'il peut avoir. Parce que ce que tu dis, je le trouve tellement pertinent, même notamment pour moi, dans le sens où je me suis très souvent dit, ah oui, mais il faut que je devienne excellent sur le plan technique par rapport à ce que je suis en train de faire et tout. Et effectivement, en évoluant, en faisant des choses, on se rend compte que oui, on peut faire des choses super techniquement, mais justement, si on ne communique pas, il y a ce blocage-là. Et du coup, toi, dans ta vie de tous les jours, est-ce que c'est quelque chose que tu remarques énormément, en tout cas comme défaut, chez des personnes professionnellement, que ce soit dans ton milieu professionnel direct ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que tu as souvent remarqué? Alors, si je peux rebondir, comme tu dis, je vais prendre ton exemple sur la partie technique. Moi, je te connais, on a déjà travaillé ensemble, t'excelles dans le domaine technique de l'ITSM. Et je vais te poser la question, on va retourner un petit peu, je prends le poste un peu de présentatrice. Comment les gens vont savoir ce que tu sais faire sur le plan technique si tu communiques pas et si tu ne montres pas ce que tu sais faire? Effectivement. Moi, ce que je peux conseiller, c'est qu'il faut toujours se mettre en avant. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ça fait pas trop hautain? Est-ce que ça fait pas trop personne qui a du bagou? Mais en fait, si on n'ose pas et si on montre pas ce qu'on est capable de faire, personne ne va le savoir. Et surtout, dans cette partie-là de l'informatique, où on paramètre, donc on est forcément derrière, les personnes voient juste des clics. Tu vois ce que je veux dire? Et alors, si tu ne montres pas derrière, eux, ils voient un clic, mais derrière ce clic, qu'est-ce que tu as pu faire? Tu as pu faire des heures et des heures de travail. Si tu ne montres pas cet aspect-là à travers ta communication, personne ne va le savoir. Et je trouve ça super important. Effectivement. Et
Ça me fait penser justement à quelque chose, en fait, ce que tu viens de dire. Effectivement, ça me parle parce que c'est un point sur lequel, en fait, j'ai dû énormément travailler, en tout cas sur moi, et sur lequel, d'ailleurs, hein, je continue de travailler. J'avais vu une vidéo un jour et tout, je crois que c'était sur Instagram même en plus, où il y a une influenceuse voilà, qui disait ceux qui évoluent en entreprise, c'est les beaux parleurs. En fait, peut-être qu'elle exagère un peu sur ce trait-là, mais est-ce que pour toi, ça justifie dans le fait que dans certaines entreprises, on est conscient du fait que les personnes qui apportent de la valeur, ça peut être telle ou telle personne et tout, et peut-être que d'un autre côté, on a des personnes qui grimpent les échelons, mais à une vitesse hallucinante, parce qu'ils savent communiquer, du coup. Oui. Alors, j'avais vu la vidéo, effectivement. Alors, le terme beau parleur, je le trouve un peu fort. Oui. Ouais, par rapport à ce qu'elle disait, effectivement. Alors, moi, selon moi, le beau parleur, c'est que parler. Ouais. Donc, on va l'enlever de notre vocabulaire. Nous, ce qu'on est, c'est de bons communicants. Il faut agir derrière et ensuite montrer ce qui se passe. Parce que moi, parler pour rien, ça ne m'intéresse pas. Je suis en bac avec mes équipes. On monte tout ce qui est en place. On met en place tout ce qui est faisable, tout ce qui est possible. Je les fais paramétrer. Tout est prêt. J'arrive, du coup, et là, je présente. Et si on n'a pas de solides arguments derrière, ou si on n'a pas, du coup, prouvé ce qu'on a fait derrière, je ne vois pas à quoi ça sert de parler. Moi, je pars du principe où je ne parle pas pour rien. Si je parle, c'est que c'est fait, ou que je vais faire, mais avec de solides arguments, quoi. Moi, je sors mon PowerPoint et je dis, voilà mon plan d'action. Voilà, on met en place des plans d'action, des axes d'amélioration, plein de choses qui sont possibles de faire, et puis ça facilite, et puis on monte tous en compétences, quoi. Donc c'est vraiment cet aspect-là qu'il faut voir. Le mot beau parleur, il faut l'enlever. C'est vraiment le bon communicant. Bon communicant. Et j'établis encore une fois, du coup, une analogie avec un livre que j'avais lu, je me souviens même plus du titre d'ailleurs. Il me semble que c'était fait par la personne qui incarne le loup de Wall Street, qui s'appelle Belfort, quelque chose, je pense que c'est Jordan Belfort. Et il disait, pour pouvoir vendre, il faut être expert dans ce qu'on fait, il faut paraître expert. Et ça rejoint ce que tu dis dans le sens où, pour le côté paraître, il va avoir une certaine liaison avec la communication aussi, parce que pour que quelqu'un sache que ce que tu as fait a de la valeur, il faut que tu puisses lui expliquer. Et lorsque du coup il décidera de travailler avec toi, il faut que tu puisses délivrer derrière. Et c'est exactement ce que tu viens de dire là. Donc je trouve que c'est vraiment très très pertinent. Et ça me fait penser à une chose pour laquelle je pense que des développeurs en fait devraient garder en tête, c'est de se dire, on doit parler en fait de ce qu'on a fait au client. Moi, avant, l'une des erreurs que je commettais, en fait, c'était, on me demandait de faire des choses super compliquées et techniquement et tout, et je prenais toute la pression sur moi. Même lorsqu'il fallait vraiment aller faire des choses sur lesquelles il faut avoir un niveau d'expertise chirurgicale, j'ai envie de dire. Et je finissais, et le lendemain, ou quelques jours plus tard, à la réunion, on me disait, c'est bon, j'ai fini, et c'est tout. Et je m'arrêtais là. Et du coup, en faisant ça, on donne une mauvaise habitude, entre guillemets, du coup, à nos interlocuteurs, parce qu'on ne leur fait pas comprendre quel est le niveau de difficulté et quelle est l'importance, en fait, de ce qu'on fait. Et je pense que ça, c'est un défaut que pas mal de devs ont. Bon, je ne suis pas que dev, mais je pense que c'est une erreur que je commettais beaucoup. Donc, pour les devs qui écouteront la vidéo, je pense qu'il faut parler de ce qu'on fait. De l'impact que ça a sur vous, sur l'équipe et pour le client. Je trouve que c'est très important. Et ça c'est... Et puis si on n'est pas à l'aise au niveau de la parole, on peut le faire par écrit. On fournit toujours un écrit pour prouver ce qu'on a fait. Parce que, comme vous pouvez tous le savoir, c'est 2 clics. Mais ces 2 clics vous ont pris, comme j'ai dit, plusieurs heures. Il faut décrire ces clics-là. Ok. Et du coup,
là, tu as parlé du côté communication. Et j'imagine que voilà, il n'y a pas que ça. Parce que comme tu l'as dit, par exemple, il faut pouvoir délivrer derrière. Toi et moi, justement, on a été dans la même entreprise, on est entrés au même moment et tout ça. Et des personnes de mon entourage, en tout cas les consultants ou d'autres personnes que je connais, je pense que tu es l'une, sinon la personne qui a évolué le plus rapidement professionnellement parlant, en tout cas des consultants que je connais. C'est dû à quoi? Quel est ton secret? J'ai envie de dire, quelle est la baguette magique, Camilla, qui fait que tu as pu convaincre, en fait, notamment les supérieurs hiérarchiques ou les entreprises par lesquelles tu es passé, que tu avais les épaules, en fait, pour pouvoir le faire. Parce que, et je finis là-dessus, certaines personnes, on peut se dire, techniquement, c'est bon, il gère, il sait tout faire, mais on ne leur confiera jamais un poste de responsabilité. Toi et moi, on a commencé au même moment. Aujourd'hui, tu es manager et c'est un chemin que tu as décidé de tracer, alors qu'il y a énormément de personnes en fait, qui galèrent pour pouvoir y arriver. C'est quoi ton secret, Camilla? Alors, il n'y a pas de secret. Oui, ok. La bonne communication. Il faut être un bon communicant. Oui. Quand on arrive dans une entreprise, il faut montrer qu'on est là. Okay. Il faut montrer qu'on est là, qu'on est disponible, qu'on souhaite faire les choses. Il y a aussi la manière de parler. On a aussi l'expérience professionnelle, parce que du coup, j'étais conseillère de vente, mais j'étais aussi responsable. Donc, j'ai déjà eu cette casquette-là, un peu de responsabilité, de gérer niveau RH, planning, etc. Donc, c'est déjà un aspect que j'avais arboré précédemment, donc depuis que j'ai 16 ans. Donc, voilà, presque 16 ans d'expérience dans ce domaine-là. Ça fait quand même, voilà, ça fait beaucoup. Et puis, le vécu. Ok, d'accord. Le vécu, moi j'ai vu ma maman être responsable de boutique, gérer ses équipes, mais d'une manière, c'était une main de fer dans un gant de velours. Et puis je me suis dit, pourquoi pas être comme elle? Et puis j'ai analysé ma mère aussi. Donc voilà, c'est ça, au mélange de toutes mes expériences professionnelles précédentes, qui me suis dit, bon, pourquoi pas. Lorsque je suis arrivée dans cette entreprise, c'était uniquement pour être chef de projet. Donc, chose que je voulais, sans souci, etc. Mais lorsque je suis arrivée, quand j'ai vu comment ça se passait dans l'entreprise, etc., en fait, je me suis automatiquement mise dans une posture de leader. Ok. Mais tu penses pas que c'est un peu lié à tes qualités quand même? Oui. Forcément. Forcément. Mais c'était automatique. En fait, vraiment, il n'y a pas de secret, c'est venu vraiment, c'est très bien tombé. Je suis très bien entourée. J'ai des supérieurs hiérarchiques qui sont vraiment au top du top et qui ont su me faire confiance aussi, car c'est pas donné à tout le monde. Il y a plusieurs champs qui entrent en compte pour exceller. On a nous, pour moi, à 90%, et puis on a 10% de tout ce qui se passe autour, de tout l'écosystème qu'il y a autour de nous. Et puis, si ces 10%-là ne sont pas d'accord, à nous de se remettre en question. Alors moi, je suis quelqu'un qui se remet constamment en question et qui fait beaucoup de plans d'action, qui veut s'améliorer et qui cherche à s'améliorer de jour en jour. Il faut savoir communiquer. Voilà. Donc même si vous voyez qu'une personne ne vous apprécie pas, et ça peut arriver, qu'elle ne vous apprécie pas professionnellement ou que vous n'êtes pas compatible, etc., à vous de vous remettre en question et de se dire, ok, cette personne-là, son caractère est comme ci, comme ça, comment je peux faire pour arriver à la mettre en confiance, lui dire qu'elle peut compter sur moi, etc. Et effectivement, pour faire ça, il n'y a pas de secret, c'est beaucoup de lecture, beaucoup d'analyse, et c'est un petit peu inné, on va dire. Voilà, il faut avoir cette capacité aussi d'adaptation, parce que je peux m'adapter à n'importe quelle situation, à n'importe quel client et à n'importe quel consultant. Et ça, je l'ai vu à travers mes expériences depuis 2018. Ok, d'accord.
Du coup, comment est-ce que tu abordes en fait ton intégration au sein des entreprises? Qu'est-ce que je veux dire par là? L'une des choses que moi je peux voir en fait quand des consultants ou des personnes intègrent des entreprises, c'est que lorsqu'ils arrivent dans une entreprise, en fait, ils veulent tout changer. Du coup, entre guillemets. Ouais, il y a ça qui n'est pas bien, il y a ça qui n'est pas bien, il faudrait qu'on corrige et tout. Et on peut souvent remarquer en fait que ces types de profils-là, même s'ils sont excellents techniquement, ou dans leur poste, en fait, se font renvoyer quelques temps plus tard. Et ma question, c'est dans ce sens-là. C'est dans le sens de comment est-ce que toi, tu abordes en fait une intégration dans une entreprise pour qu'on se dise, tu fais vraiment partie intégrante de l'entreprise et qu'on se dise, on te fait confiance et tu évolues. Je ne sais pas si ça fait sens, en fait. Oui. Alors, dans un premier temps, arriver dans une boîte et se dire, je vais tout changer, ça ne fonctionne pas. J'ai déjà essayé, ça n'a pas marché. Et je me suis dit, pourquoi ça n'a pas marché? Parce que les personnes n'aiment pas le changement. Et on le voit, nous, dans le métier de consultant, on voit que les entreprises n'aiment pas le changement, l'humain n'aime pas le changement et n'aime pas sortir de sa zone de confort. Et comment tu fais changer quelqu'un? Alors, j'analyse. Je le convoque, je fais l'état des lieux, je lui dis voilà, j'ai remarqué ces capacités-là en toi, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que tu puisses monter en compétence ou pour que tu puisses t'améliorer. Et c'est pareil pour moi. Qu'est-ce que je peux faire là actuellement? Voilà, je gère l'humain, je gère des entreprises et je me remets constamment en question parce qu'il y a des moments avec des entreprises, on peut ne pas être d'accord et ne pas être d'accord aussi avec l'équipe. Et on se dit, ok, bon, aujourd'hui, c'était pas une bonne journée. Mon client n'était pas trop d'accord par rapport à ce que j'ai proposé ou par rapport à ce que j'ai dit, il me l'a fait comprendre. Pourquoi? Voilà, c'est pourquoi il n'était pas d'accord avec moi. Est-ce que j'avais raison? Et si j'avais tort, pourquoi j'avais tort? Et ensuite, le lendemain, c'est qu'est-ce que je vais dire à mon client pour que l'on puisse trouver un terrain d'entente et avancer ensemble. Parce que le but, c'est pas une guerre d'ego, de moi je vais proposer plus ou moins ou quoi que ce soit. Le but, c'est la solution informatique et c'est de passer en production et que les centaines de milliers de personnes qui travaillent sur ces logiciels puissent trouver une facilité à travailler et à aimer travailler dans ce logiciel. Et peu importe le logiciel sur lequel on travaille. Et c'est cet axe-là qu'on vise. Mais entre ça, il y a beaucoup d'étapes. Et il peut y avoir des problèmes d'ego en disant pourquoi elle a présenté ça ou pourquoi elle a proposé ça, je ne suis pas d'accord. Ou moi aussi, ça peut venir également de moi, de pourquoi il m'a dit ça comme ça, etc. Et à part la remise en question, la communication en se disant ok, vous souhaitez ça, on ne peut pas le faire. En revanche, ce que je peux vous proposer pour répondre à cette demande, c'est une solution de contournement qui mènera toujours avec l'aide des ingénieurs. La solution de contournement sera proposée, hop, et puis on trouvera un terrain d'entente. Et là, il va dire, comme ça, ça me plaît plus. Voilà. Mais le client n'aime pas le non. Et l'ingénieur n'aime pas le non non plus. Donc il faut savoir jongler en disant, c'est pas un non, ce n'est pas un oui, mais qu'est-ce qu'on va mettre en place pour qu'on puisse trouver un commun accord? Parce que derrière, effectivement, si je comprends bien, le fait d'avoir ce nom-là catégorique et tout peut heurter les égos, tel que tu viens de le dire. Donc, si j'ai bien compris, en tout cas, la démarche ou l'une des démarches que tu utilises, c'est que tu t'appuies toujours sur l'existant. Tu démontres les qualités de l'existant, en tout cas par rapport à ce qui a été fait techniquement, en tout cas sur le produit et tout, et tu proposes une amélioration, en fait, en partant de cette base-là. Et souvent, l'amélioration, peut finalement faire qu'on ne réutilise plus, en tout cas, ce qui existait et tout. Mais en termes de process, au niveau du changement, tu ne dis pas ça, on va laisser tomber parce que c'est pas bien et tout. Et parce qu'il y a ce côté égo, effectivement. Il peut y avoir le côté égo et le côté technique. Il y a des choses qui sont peut-être irréalisables, alors qui coûtent très cher. Et est-ce que
ces solutions qui sont irréalisables ou qui coûtent très cher vont forcément être utilisées par le client. Il y a toute cette analyse-là et c'est là qu'il faut très bien connaître son client, de savoir ce qui est bon pour lui ou pas. D'accord. Même si lui peut savoir ce qui est bon pour lui. Nous, on est là pour... on est des prestataires de services, donc on est là pour fournir un service et une satisfaction. Si on ne fournit pas cette satisfaction, le client va aller voir ailleurs. Moi, mon but, c'est pas que le client aille voir ailleurs, c'est qu'on puisse avancer ensemble, en corrélation, à trouver des solutions et ne pas mettre en difficulté ni l'ingénieur ni le client. Ok, d'accord. Oh, mais c'est vraiment tellement pertinent. C'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui arrivent et qui se disent techniquement c'est moi le meilleur et tout, je vais tout changer. Et l'un des aspects qu'on oublie et qu'on ne nous apprend peut-être pas à l'école, en fait, c'est que toute personne a un ego pour le coup, et cet ego-là, en fait, il faut le respecter, du coup. Et notamment le respecter vis-à-vis, en tout cas, de ses clients et de ses supérieurs hiérarchiques, parce que ça peut être... D'accord. Ok. Et du coup, là, tu as parlé, en fait, du contraste entre le fait que toi, en tant que manager, tu ne dois pas dire non aux consultants et tu ne dois pas dire non aux clients. Et je ne dois pas dire non à ma hiérarchie. Et tu ne dois pas dire non à ta hiérarchie aussi. Quelles sont les nuances, du coup, que tu as remarquées, toi qui as été consultante et qui est aujourd'hui manager, quelles sont les nuances, en fait, entre ces deux métiers-là, vu que tu les as ressentis et que tu les as pratiqués surtout? Oui, et que je pratique toujours d'ailleurs, parce que je viens en aide aussi, je viens en support à certains ingénieurs pour qu'on puisse être dans les temps et respecter les plannings, les délais. Alors quand j'étais consultante, moi j'étais plus, comme tu le sais, en chefferie de projet. Donc au niveau du consulting, ce que je faisais dans mon équipe, c'est que je gérais le projet du premier jour jusqu'à la mise en production. Je gérais l'aspect client, je gérais l'aspect communication avec le client et je gérais l'aspect paramétrage. Voilà, donc c'est ce que je faisais. Ce que je fais en plus, ou en moins, c'est que j'enlève la partie paramétrage, j'assure toujours la partie fonctionnelle. Et là, je suis montée en quelque sorte vers la partie opérationnelle, donc définition du nombre de jours que peut prendre un paramétrage, définition de différentes versions, mise en place de formation, établissement des contrats. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est toute la partie commerciale et technico-commerciale en quelque sorte. Et puis voilà, je suis passée plus dans cet aspect-là, la gestion des congés. Vraiment, c'est toute cette partie-là en fait que j'ai eu en plus, donc c'est carrément un métier différent, parce qu'avant on va dire que effectivement pour moi j'avais fait un peu le tour, parce que oui c'est trop bien la chefferie de projet, j'adore ça, et là j'ai cet aspect-là de garder cette chefferie de projet, mais en ayant encore d'autres aspects de métier pour lesquels, comme je t'ai dit, je suis qu'à 20% de mes capacités. Et là c'est vrai que à t'entendre, en tout cas parler de ce métier de manager, là, on a envie de se dire, on laisse tout, ce qu'on est en train de faire, et on devient tous managers. Mais je pense que tout le monde n'a pas forcément les qualités pour. A contrario, par rapport à tout, la beauté de ton métier que tu peux décrire, quels sont les challenges, en fait, quotidiens d'une personne qui manage une équipe ou des équipes, en fait, comme toi? Respecter les délais. Respecter les délais. Gérer les ingénieurs. Et comme tu sais, vous n'êtes pas très facile de temps en temps. On nous attaque. Voilà, petit caractère quand même, mais c'est normal, hein, c'est humain. Aussi, j'ai des comptes à rendre au niveau de la hiérarchie. Donc j'ai des comptes à rendre au niveau des chiffres, j'ai des comptes à rendre sur tous les aspects. Voilà. S'il y a un départ, pourquoi la personne part? Ah oui, effectivement, il y a cet aspect-là aussi. On a tout cet aspect-là. Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ok. Et c'est quoi l'une des dernières expériences, en tout cas, dont tu te souviens? Ça peut être une expérience récente ou pas, où tu as eu des gros challenges, en fait, que tu as dû surmonter. C'est des questions.
C'est pas évident, j'imagine. Oui. Ouais. Mais en fait, elle est toute récente. Ok. Parce qu'il faut savoir que dans mon métier d'avant, j'étais pas confrontée aux difficultés, puisque du coup, c'était ma hiérarchie qui prenait en place, enfin, qui gérait cette difficulté-là. Là, je me suis placée au niveau à la place de mon manager précédent. Et effectivement, c'est beaucoup de travail, parce qu'il faut gérer beaucoup de choses. Okay. Quand il y a un peu de turnover, le client est un peu perdu, il faut gérer cet aspect-là. C'est pas facile. C'est pas facile étant donné que je suis quand même jeune. Oui, ça c'est un autre point. Je suis quand même jeune, et puis on se dit, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là, quoi. Qu'est-ce qu'elle fait ici, pourquoi elle est là. Et puis, au début, ça passe pas, et puis je me dégonfle pas, et je montre, là, moi, mon objectif, c'est qu'on y arrive. Mon objectif, c'est qu'on fasse ci, ça, qu'on mette ça en place pour qu'on puisse arriver à ce qu'il faut faire, à votre besoin, à répondre à votre besoin, à vos attentes. Et puis, c'était dur. J'ai beaucoup ramé. C'est pas fini, bien sûr. Mais je pense que la manière dont, lorsqu'on fait nos entretiens, lorsqu'on communique avec le client maintenant, c'est beaucoup plus fluide. Et puis, quand je vois un sourire, moi, ça me fait plaisir. Je me dis, c'est bon, on a débloqué quelque chose. Et comme je t'ai dit, c'est toujours la peur du changement. C'est le changement qui fait peur. C'est pas tant la personne, parce que je l'ai jamais pris pour moi. Je l'ai pris comme un souci au niveau de la peur du changement. Et puis c'est comme tout le monde, même dans la vie personnelle. Faut me dire si quelqu'un aime le changement. Est-ce que quelqu'un aimerait déménager tous les ans, reprendre toutes ses valises et repartir et réexpliquer, se représenter et remontrer ce qu'il y a à l'intérieur et remontrer l'existant. Je pense que c'est pas évident quand même, mais ça doit être assez... tu sais, clairement. Tu sais, et nous, on doit s'adapter à ça. C'est-à-dire que lors de l'expertise des ingénieurs ou de nous-mêmes, parce que j'ai été aussi dans cette casquette-là, il faut vite percuter. C'est-à-dire que une fois que tu as tout ce qu'il te faut pour travailler, il faut aller analyser. Il faut aller en profondeur et ensuite poser tes questions au client. Et là, le client va se dire, cette personne est quand même intéressée. Elle m'a posé des questions sur ce que j'avais fait ou sur ce qu'on avait demandé. Et puis effectivement, là, elle m'a proposé ça parce qu'elle m'a dit, vous êtes sûr que ce processus-là, il vous convient? Est-ce que vous n'avez pas vu peut-être d'ajouter quelque chose en plus qui pourrait automatiser encore plus et qui enlèverait certaines choses dans lesquelles vous vous plaignez? Et puis là, il se dit... Oui. Là, il y a quelqu'un qui m'écoute, il y a quelqu'un qui comprend peut-être ce que je veux et qui me comprend en tant que personne. Et je pense que même dans la vie de tous les jours, il n'y a pas mieux que ça, en fait, de pouvoir rencontrer des interlocuteurs avec qui on se dit, ah oui, là, j'ai peut-être rencontré une personne qui comprend enfin mes besoins, du coup, mes envies, j'ai envie de dire. Ok. Mais je pense que c'est une bonne chose de le rappeler, parce que souvent on prend tellement les choses à titre personnel. Et je reviens justement sur ce point-là dont tu as parlé, c'est que tu as parlé d'une des problématiques que tu as pu avoir avec tes clients et tout, où on te fait des remarques et tout, et toi tu ne les as pas prises de manière personnelle et tout. Est-ce que tu penses que ça c'est quelque chose que tout le monde devrait pouvoir adopter, vraiment faire cette séparation-là entre la remarque qu'on fait par rapport à son travail ou au travail qui a été fourni et le fait qu'on puisse se dire que cette remarque-là, elle est portée à ma personne? C'est un exercice très difficile. Je n'y arrivais pas forcément au début de ma carrière. J'y arrive de plus en plus, mais effectivement, il y a des moments... Si mon client me parle, il me bouscule un petit peu parce qu'il n'est pas content, et quand il n'est pas content, il faut savoir que moi je comprends pourquoi il n'est pas content. Et c'est un client, il paye. Il paye une prestation. L'exigence du client est tout à fait normale. Si nous on paye une prestation de ménage par exemple, et que la personne n'a pas nettoyé le lavabo par exemple, forcément on va lui dire excusez-moi, mais ça n'a pas été réalisé. Donc, moi, je comprends tous mes clients. C'est vrai que ça me parle beaucoup dans le sens où
Oui, moi, c'est un point sur lequel je pense que je continue de travailler jusqu'à aujourd'hui parce que lorsqu'on cherche à avoir une excellence, en tout cas d'un point de vue technique et tout, souvent on peut avoir tendance à prendre justement ces choses-là personnellement et on ne se met pas à la place du client, on ne se dit pas comment est-ce que lui voit les choses, comment est-ce qu'il perçoit ce qui a été fait. Et ça fait d'autant plus mal quand tu as bossé longtemps dessus en fait. Quand tu as travaillé vraiment longtemps sur une fonctionnalité et un client il vient et te dit non ça me plaît pas ou non c'était mieux avant. Donc je pense qu'effectivement oui, c'est vraiment un point à travailler quoi. Bah, justement, pour rebondir sur ça, s'il te dit bah, ça me plaît pas ou je veux revenir avant, alors ouais, ça fout un coup au moral. Mais c'est humain, c'est normal. On peut pas être toujours de bonne humeur ou être toujours ah oui, ah ça te plaît pas, on revient comme avant, génial. Bah non, on a travaillé dessus, ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'on peut se dire sur ça? C'est, dans un premier temps, j'ai travaillé, donc j'ai acquis de l'expérience en plus. C'était quelque chose qui était très dur et j'ai réussi à le faire. Si ça lui plaît pas, ça me dérange pas, puisque ça, je peux le réutiliser, je peux le présenter à d'autres clients. Et puis ensuite, on se remet en question. Comment ça se fait que ça ne lui plaît pas alors que c'est ce qu'il m'a demandé? Est-ce qu'on a analysé la situation avant? Et est-ce que lorsqu'il m'a fourni son besoin, est-ce qu'il était réellement conscient de comment ça allait être mis en place? Effectivement. Oui. Ok. Oui. Et ça me fait penser justement à quelque chose dans le sens où, oui, souvent, quand des consultants ou des personnes vont avoir ce type de retour-là, on va le prendre personnellement, ou il peut même avoir une certaine démotivation, ou alors même certains consultants qui travaillent, en tout cas pour des ESN, peuvent se dire, bon, de toute manière, c'est pas moi que ça impacte plutôt mon ESN, du coup. Mais le point que tu abordes me fait penser, du coup, à une logique sur laquelle je m'efforce, en tout cas, à rester, en fait, c'est de me dire, je me vois en tant qu'une société, en fait, en réalité. Et une société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit chercher à garder une certaine image, elle doit chercher à fournir un certain niveau de service à ses clients. Et même si je suis un consultant et que je suis en train de travailler pour une société, je suis moi-même une société en fait. Parce que quelque part, lorsqu'on dira une prestation a été faite par une société X, on lui dira ça, c'est cool. Mais on dira, la personne qui a été sur la presta, c'est Camélia, c'est Steve, c'est telle autre personne. Et effectivement, du coup, en se voyant comme société, entre guillemets, on peut se dire, ok, j'ai peut-être fourni ça, ça ne matche pas pour mon client qui fait partie de ma cible, mais peut-être que pour d'autres clients ou pour d'autres cibles et tout, c'est quelque chose que je pourrais réutiliser plus tard. Et là, le paradigme, il change quand même énormément. On prend moins mal les choses. Effectivement, ouais. Et on se dit, finalement, peut-être que ça ne m'intéresse pas, mais je pourrais le réutiliser ailleurs, parce que j'ai réussi à débloquer quelque chose, quoi. Toujours transformer le négatif en positif. Car le négatif apporte beaucoup plus que le positif. Lorsqu'il y a quelque chose de positif, on ne se remet pas en question. On se dit, ah cool, ça a marché. Effectivement. Quand c'est positif, on tourne la page, on passe à autre chose. Lorsque c'est négatif, après, moi je suis toujours dans l'axe où je me remets beaucoup en question, je réfléchis beaucoup, etc. C'est qu'est-ce qui a été négatif et pourquoi ça l'a été. Et qu'est-ce que je peux rendre, comment je peux rendre ce négatif en positif. C'est une constante remise en question, j'arrête pas de le dire, peut-être que je me répète beaucoup dans ce podcast, mais en fait c'est un cercle. Mais le négatif, il faut forcément y passer. On ne peut pas être parfait, il ne peut pas y avoir que des clients contents ou que des consultants contents. On peut travailler aussi, vous pouvez travailler avec plusieurs consultants, peut-être que ça ne matche pas au niveau de la personnalité, etc. Mais il faut toujours chercher le positif. Je vais revenir en fait sur une chose que tu as eu à dire un peu plus tôt là, lors de notre échange. Tu disais que toi, tu fais vraiment la séparation entre le professionnel et le personnel et tout. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une séparation possible entre le pro et le perso? Je le dis dans le sens où, quelque part, on passe énormément de temps
en tout cas dans le cadre professionnel? Et est-ce que finalement on n'est pas un mélange, en tout cas de sa vie pro et de sa vie personnelle? Alors, selon ma décision, je veux vraiment séparer le pro du perso. Okay. On peut, lors d'une réunion professionnelle, raconter un petit peu ce qui se passe à la maison, voilà, dans les grandes lignes, voilà, où on part en vacances, ou voilà. Mais pour moi, ça ne peut pas dépasser ça. Ok. C'est selon, encore, c'est ma décision. Si j'ai envie d'en parler, j'en parle. Si j'ai pas envie d'en parler, j'en parle pas. Voilà, pour moi, ça doit rester cordial et parler de vacances ou voilà, que des choses positives. Après, peut-être, avec manager, si on a des difficultés personnelles qui peuvent altérer ce côté professionnel, en parler aux bonnes personnes. Ok. Voilà. D'accord. Et comment tu gères du coup les situations dans lesquelles tu as eu à avoir des difficultés personnelles et tu n'essayes pas et tu te forces à ce qu'elles aient le moins d'impact possible, en tout cas sur la partie pro. Parce que tu restes la même personne après tout. Oui. J'en ai eu des difficultés personnelles et ça ne s'est jamais vu. Ah ouais? Jamais. Comment ça se fait? Comme je t'ai dit, je me déconnecte. Dès que je me connecte au professionnel, je me déconnecte au personnel. Okay. Je pense que très peu de personnes ont cette qualité-là quand même. C'est dur. En fait, de pouvoir se dire, il y a quelques jours, il m'est arrivé un truc qui me détruit personnellement et d'arriver au boulot et d'être d'attaque, quoi. Poker face. Ouais. Et ça, c'est une qualité que des managers doivent avoir, selon toi? Oui. Pouvoir faire cette séparation. Mais il y a aussi un besoin de décharge. Donc le manager doit aussi voir son supérieur hiérarchique, peut-être pour décharger un petit peu. D'accord, ok. Ah écoute, en ce moment ça va pas très bien, alors peut-être que tu me trouves ou pas un peu absent, un peu ailleurs, etc. Voilà ce qui se passe un petit peu de mon côté, bon, voilà, mais je suis là. Ok. Voilà, faut pas non plus se mettre à la pression, hein, faut pas arriver au point d'un burn-out, faut pas arriver à tout ça, il faut discuter avant et comme je te dis, on tourne toujours autour du même cercle, c'est la communication. Okay. Qu'est-ce que je peux faire si ça va vraiment pas dans mon perso et que ça altère sur mon pro? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente, comme d'habitude? Je parle avec mon manager, je lui explique un petit peu les choses, je vide un petit peu mon sac pour que lui m'aide à trouver la solution. Et après, il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place. Hein. Okay. Et après, c'est qu'une phase quand ça va pas. Donc c'est une phase, on se dit que c'est une phase. Sur le coup, peut-être qu'on ne l'adopte pas vraiment, ce discours-là. On est en plein temps, on se dit je ne vais jamais m'en sortir. Il faut toujours positif. Toujours positif. Ok. Du coup, est-ce que toi, tu as des mentors sur l'aspect professionnel? Là, j'ai envie de dire, on peut avoir du mal à croire que, je vais dire, toutes ces choses-là que tu évoques, ta capacité à pouvoir te déconnecter, te reconnecter et tout, on peut avoir du mal à se dire, mais tu as appris tout ça toute seule, du coup. Est-ce que tu as eu des figures, en tout cas paternelles, si je peux dire ça comme ça, d'un point de vue professionnel, ou des personnes en fait qui t'ont inspiré et qui t'ont fait te dire, il faut que j'ai tel trait de caractère ou que j'adopte telle qualité, en tout cas pendant ton parcours pro? Oui, pour moi, c'est clairement mes parents. D'accord. Ok. Tu as parlé de ta mère récemment et tu disais que tu as observé ses qualités. D'accord. C'est ta source d'inspiration, tes parents? Une de mes sources, ce sont mes sources d'inspiration. Ok. D'accord. C'est eux qui ont qui ont mis en place tout ce pourquoi je suis là aujourd'hui au final. Donc mes mentors sont mes parents. Dans le point de vue perso. Dans le point de vue pro, j'ai eu aussi beaucoup de mentors. D'accord. Okay. J'ai eu des belles rencontres. Et ceux qui n'ont pas été mes mentors et qui n'appréciaient pas forcément ma personnalité, parce que tu sais, je suis un petit peu atypique, je peux un petit peu, quand j'arrive, on me voit. Oui. D'accord. On me voit, on m'entend, je suis là.
Mais j'arrive aussi à me mettre en retrait quand il faut se mettre en retrait. Mais je pars du principe où je dois être là. Pas forcément en présentiel, hein, même en télétravail. Là, voilà, on mélange le télétravail avec le présentiel et ça se passe très bien et on sait que je suis là. Quand tu dis tu es là, c'est vraiment faire comprendre à tes équipes que tu es présente et que tu es disponible pour eux. Tout à fait, c'est que je suis disponible. Ok. Et à l'écoute. Ok. On se rapproche de plus en plus de la fin de cet épisode, mais voilà, j'ai encore quand même quelques questions que j'aimerais pouvoir creuser avec toi. Aujourd'hui, avec du recul, Camilla, quels sont les conseils, en tout cas professionnels ou personnels, que tu donnerais à Camilla d'il y a 5 ans? Continue, persévère. Les études, c'est très important. Mais pas que. Mais pas que. Oui. Et dans le mais pas que, qu'est-ce que tu y mets, du coup, à part les études? Ta personnalité. Et aussi la remise en question. D'accord. Ok. Si je creuse sur l'aspect personnalité et tout, toi, les éléments de personnalité, du coup, que tu essaierais d'inculquer à la Camilla d'il y a 5 ans, ce serait quel élément? Canalise-toi. Est-ce que tu penses que tu as énormément d'énergie? J'ai beaucoup d'énergie. Beaucoup trop parfois, tu penses? Oui. Ok, d'accord. Je suis là. Ouais, je suis présente. Ouais. Peut-être un peu trop. Et du coup, il faut que je prenne de l'âge aussi, de la maturité, pour pouvoir me canaliser, être là quand il faut. Voilà, et je sais que c'est un de mes défauts parce qu'on me l'a déjà dit. Toi, tu as besoin d'être canalisé. Oui, et j'en suis consciente. Je dis pas non, comment ça? Non, pourquoi? J'ai besoin... Si, j'ai besoin d'être canalisé. Donc il faut... Enfin, j'ai besoin d'un cadre. Qu'on m'apaise. Et ensuite, je persévérerai encore plus. D'accord. C'est que le début. Ok. Donc, pour pouvoir l'appliquer à d'autres personnes qui écouteraient et tout, c'est potentiellement écouter en tout cas les remarques que son entourage nous fait en tout cas. Toi, dans ton cas, c'est le besoin d'être canalisé et tout, et essayer de travailler dessus. C'est ça? Tout à fait. Sans toutefois, comment dirais-je, détruire en fait ce trait de caractère là, parce que peut-être que finalement c'est ce côté énergie bouillonnante que tu as qui fait en sorte que tu es là aujourd'hui. Ah oui, ça me sert beaucoup. Ça me sert beaucoup. Ça m'a jamais vraiment desservi, mais je sais que c'est un trait de caractère sur lequel il faut travailler. Ok, d'accord. Pour terminer en fait cet échange, du coup, quel conseil est-ce que tu donnerais à un consultant ou à une personne de manière générale en fait qui stagne dans sa carrière ou qui a envie d'évoluer dans sa carrière aujourd'hui? Si tu devais donner 3 conseils, en tout cas à une personne qui te regarde aujourd'hui et qui se dit j'ai envie d'évoluer mais j'ai un peu du mal à le faire professionnellement, ce serait quoi? Se former. On est en France. Alors là, je m'adresse à un public français, mais on est en France. On a beaucoup d'opportunités au niveau des formations. Donc si on a envie de faire quelque chose, on ne peut pas se dire non, c'est impossible, je ne vais pas y arriver. Il faut se former. Numéro 1, la formation. Numéro 2, y aller au culot. J'ai plus envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et se remettre en question, comment je vais mettre en place le fait que je vais justifier mon changement. Parce que c'est ok de vouloir changer d'orientation tous les 5 ans. Il n'y a aucun souci, mais il faut bien le faire. Et c'est de la préparation, mais on a avant tout une formation. Moi, je ne pars pas du principe où on peut se lancer comme ça dans la nature sans savoir quoi faire, comme tu l'as fait également. Tu as réfléchi, t'es passé d'un CDI à être indépendant. T'es pas, t'as pas démissionné du jour au lendemain pour se dire ok, je fais ça. Il faut réfléchir. Donc du coup, c'est beaucoup de travail qui se mélange au perso, parce qu'on
ces changements-là Implique des sacrifices derrière. impliquent des sacrifices personnels. Donc c'est le soir, c'est les week-ends. Et c'est faisable. Ok, Il faut juste en avoir l'envie. ok, d'accord. Se former, Se former, analyser, analyser. échanger. D'accord. Donc il faut se former, analyser et ensuite passer à l'action en faisant le changement qu'on a envie de voir dans nos vies. Du coup. D'accord. Je te remercie Camilla d'avoir pris le temps de pouvoir échanger avec nous. Du coup. Si vous avez des questions, notamment par rapport à cet épisode et tout, n'oubliez pas de nous les poser. Et s'il y a d'autres questions en fait, que vous aimeriez poser pour les prochains intervenants qui vont assister du coup à cette émission, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup Camilla et à très bientôt.